Bonjour, bienvenue à revuemagilie.com pour l'entrevue du mois. Aujourd'hui, on reçoit Jean-Guy Després, une étoile québécoise qui a réussi à Hollywood. Merci de prendre le temps de nous rencontrer aujourd'hui. C'est un plaisir. Jean-Guy, vous avez commencé au Québec dans le show business, si on peut dire. Dans le domaine, même pas du disque, j'ai commencé comme dans un studio d'enregistrement avec Tony Roman OK. en 1900, je crois que c'était 69-70, durant l'été, comme apprenti technicien, mais mon travail, c'était surtout d'aller chercher les caisses de bière et les vider pour les bands qui venaient là. J'étais trop jeune de toute façon, c'est comme ça que j'ai commencé. Et après, seulement durant les étés, et j'ai commencé à passer en promotion de disques dans les années 75-76 à peu près. Et jusqu'au début des années 81 à peu près, je veux dire 80, je faisais un petit peu de la musique, j'ai fait des spectacles, et après ça, j'ai été dans le domaine du cinéma. OK, quand vous dites que vous avez fait de la musique. Mais je n'ai pas fait de la musique nécessairement moi personnellement, mais j'étais agent de promotion. J'ai représenté une quarantaine d'artistes sur des différentes on dit labels, étiquettes ici au Québec. Entre autres, j'ai travaillé, j'ai fait de la promotion par le nom de Mylène Farmer. J'ai eu la compagnie créole pendant un bout de temps, Franck Michael, Aznavour et d'autres à l'époque. Aussi québécois, j'ai produit des disques aussi, entre autres, Guylaine Dion, la sœur de Céline. J'ai fait de la promotion de son frère Michel, le groupe Le Show avec Michel Girard, qui était ami avec moi et associé à l'époque. Et j'ai produit aussi un disque avec Patrick Zabé. Je ne me rappelle même plus tellement de choses que j'ai fait dans 40 ans, presque 40 ans de carrière. Mais 40 artistes, on s'entend que c'est beaucoup. Il y en avait beaucoup, oui, effectivement. J'en avais aussi des États-Unis. J'ai travaillé avec Cool in the Gang, un groupe américain très connu. J'ai eu du Streisand, Minnelli en promotion, différentes choses qui s'est passées durant toutes ces années-là. Et là, vous avez fait un tour, si on peut dire, de l'industrie musicale pour que vous vous situez finalement à passer au cran plus visuel avec le cinéma et tout ça? Oui, c'est arrivé, c'est simple. Il y a plusieurs années, j'ai eu un appel, vu que je faisais de la promotion, j'ai eu un appel d'un producteur québécois qui me demandait de venir le voir à son bureau, qui voulait faire un lancement d'un film, si je pouvais lui donner un coup de main pour faire une espèce de party. Et c'est ce qui est arrivé. J'étais arrivé à son bureau et on a discuté un peu ensemble. Il était en meeting, je regardais un scénario qu'il y avait sur la table d'un film qui était pour faire plus tard. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé, je disais, ça m'intéressait. Il m'a expliqué un peu plus ce qu'il en était du métier de producteur, comment ça fonctionnait. Et je crois que c'est en l'espace de 6 mois, j'ai tout arrêté l'industrie du disque et j'ai été en cinéma. J'ai commencé comme producteur. La différence entre les deux? Entre les deux, je vais faire mon téléphone, excusez. Entre les deux, c'est simple. Quand on est producteur de disques, un exemple, on fait 45 tours à l'époque, un single qu'on appelle, on investit peut-être 5 000 $ pour faire un disque, plus la promotion. Si on en fait 5-6, c'est 25 000 30 000 $. Et si ça fonctionne, tu récupères. Si ça ne fonctionne pas, tu ne récupères pas. Tu n'as pas de cachet en tant que tel, seulement sur tes ventes. Et quand tu en as 1 ou 2 ou 3, ça va bien, mais quand tu fais un album de 25 000 $, tu en fais 2-3. Tu as des gros risques que tu prends. L'industrie du disque au Québec est quand même limitée par rapport à la population. On n'est pas aux États-Unis entouré de 300 millions d'anglophones. Et l'argent, on ne faisait pas beaucoup d'argent au Québec. Pas beaucoup. Au début, un disque d'or, c'était à 50 000, puis je crois que ça a diminué après ça. Les ventes, c'était assez difficile. Le marché a changé. On est passé du dance music et ça a commencé à diminuer, des nouvelles modes, le marché a diminué, puis ça m'intéressait plus ou moins. J'ai décidé d'aller en cinéma. C'était un milieu qui m'intéressait énormément et je me suis enligné sur des films seulement anglophones à cause du marché. Parce que pour moi, le cinéma, c'est une business d'abord et je suis enligné dans les films anglophones. C'est ce que j'ai fait pour démarrer. J'ai démarré 2 films que j'ai trouvé le financement à l'époque, je crois que c'était 800 000 $ chacun en 88, je pense, 87, dont un avec Tony Roman qui a réalisé, qui est décédé maintenant, qui a réalisé son premier film, Trial by Vengeance, puis Sentence diabolique, 2 films qu'on avait fait, dont j'avais tourné à Montréal. Durant le mois de janvier-février, c'était très froid, les intérieurs et les extérieurs à Los Angeles. J'ai emmené une partie de l'équipe à Los Angeles. Et pour faire une petite anecdote, entre autres, un gars qui s'appelait Steve Campanelli, et David Franco, tous des gens maintenant qui ont des grandes carrières aux États-Unis. Entre autres, Steve travaille avec Clint Eastwood, ça fait maintenant 26 ans. Il a fait tous les films. Il a gagné, il y a 3 ans, le meilleur caméra-opérateur au monde pour le film de J. Edgar Hoover avec DiCaprio. Et il a regagné l'année passée avec Tom Hanks sur le film, je pense que c'était Scully,
l'avion qui atterrit sur le Hudson River, dont Tom Hanks était l'acteur principal, et produit et réalisé par Clint Eastwood. Et Steve a gagné encore, et maintenant il est réalisateur. C'est le fun de voir des amis qui ont débuté avec moi à l'époque, 30 ans, plus que 30 ans, 35 ans, et qui sont rendus à des stages, on appelle ça des classes majeures aussi dans le cinéma. Quand vous dites que vous êtes producteur, Oui. c'est pas juste le financement que ça concerne. Qu'est-ce que c'est la production d'un film? La production d'un film, c'est très difficile, et je vais dire aux gens qui vont écouter cette émission, c'est un métier qui est très, très, très difficile, parce que c'est un business. D'abord, il faut trouver la bonne histoire. Il faut trouver, bien sûr, l'argent. Pas d'argent, il n'y a pas de film. Il faut trouver, en plus, une maison de distribution. Il y a tellement de choses à trouver, à monter. Un producteur débute, moi, je peux dire seul, parce qu'on reçoit, soit qu'on achète les droits d'un livre, on l'adapte au cinéma, ou on achète tout simplement un scénario, on prend une option, et là, on développe. Dans le sens de développer, c'est préparer un budget, préparer une espèce comment on peut dire ça, une présentation avec des acteurs wishlist, qu'on appelle une liste de noms qu'on aimerait avoir dans le film. Et à partir de là, on commence notre travail dans le sens de trouver le financement. C'est très, très dur. Trouver du financement pour un film, très dur. Pour moi, le milieu du cinéma, c'est un des plus beaux mondes et un des plus durs au monde, autant pour un acteur que pour les équipes techniques, etc. C'est pas évident de trouver de l'argent. Et surtout, c'est pour ça que j'ai décidé de le faire du côté anglophone et américain plus que du côté francophone, parce qu'ici, c'est surtout financé au Québec par les gouvernements, par Téléfilm Canada et la SODEC au Québec. Et il y a beaucoup de gens qui déposent leur projet. Ils attendent 1 an, 2 ans, c'est pas accepté. Ils redéposent et redéposent. Et ils vont faire un film par 3-4 ans. Et l'avantage, indirectement, de le faire aux États-Unis comme producteur à Los Angeles, mais c'est la mecque du cinéma. Si on veut faire de la mode, j'ai toujours dit, on va à Paris, on va à Milan. On veut faire du Stars, on va à New York ou on va à Londres. Et pour moi, c'était un bon move d'aller vers Los Angeles pour pouvoir faire mes films. Mais un producteur, c'est très compliqué. C'est à partir de zéro. On trouve le scénario, on trouve le réalisateur, on trouve bien sûr l'argent, on monte l'équipe technique, on vérifie dans quel endroit on va le tourner, on prépare, c'est toute la préparation au complet qu'il y a, et une fois que c'est fait, bien sûr, on essaie pas, mais on rêve d'avoir une distribution mondiale, et c'est encore très difficile. C'est quand même assez difficile à monter. Les gens trouvent c'est beau, c'est fun, et ils croient qu'on fait de l'argent comme des fous. On en dépense énormément aussi, et comme je l'ai dit au Québec, si tu fais un film par 5 ans, tu ne fais pas d'argent. C'est pour ça que il y a très peu, beaucoup essaient, mais très peu vont réussir. Et au Québec, la même chose. Le Québec, ce serait quoi? C'est Milan, c'est la mode. Québec, ce serait quoi, finalement? Qu'est-ce qu'on a ici? Mais au Québec, ce qui est génial, c'est les locations. Il y a quand même des très bons réalisateurs, des bons techniciens. Moi, je peux te dire encore aujourd'hui, je crois qu'on est les meilleurs au monde ici. Puis c'est pas parce que je parle d'ici, je suis au Québec en ce moment. Vraiment des équipes techniques extraordinaires. Le problème qu'on a au Québec, c'est que le gouvernement provincial a décidé de reculer dans les crédits d'impôt. Et quand on pense, un exemple, que les productions américaines, si on prend comme la Warner, ils vont dépenser peut-être 1 milliard, 2 milliards de production par année, même plus que ça. Ils ont été plus vers Vancouver à un moment donné parce que le crédit d'impôt au Québec était complètement descendu. Et si on calcule le dollar canadien qui était fort à un moment donné, c'était un peu désavantageux pour le Québec. Les Américains ont décidé de retourner un peu aux États-Unis et d'autres endroits parce qu'il y avait des crédits d'impôt plus élevés. Mais là, le dollar canadien commence à descendre. Les productions, je pense, qui reviennent un peu plus au Québec. Ça fait longtemps que je n'ai pas produit ici, depuis 2001. Et je travaille sur un projet qu'on peut peut-être tourner ici. Là. À l'automne, je suis en train de vérifier ça. Pour tourner la partie Chicago de l'affaire ici. Oui, pourquoi que le Québec peut remplacer justement certaines villes? Pourquoi pas aller directement à Chicago? Parce que d'abord, comme je viens de le dire, si un exemple, on a un budget de 10 millions de dollars et le coût de production, ce qu'on appelle son budget, on a le A qui est le réalisateur, les acteurs, les producteurs, qui est le gros argent, et le B, c'est la production en tant que telle, toutes les équipes techniques, toutes les dépenses, décors, etc., etc. Et si on prend si on a 5 millions à dépenser pour le B, ce qu'on appelle la production en tant que telle, on l'emmène ici au Québec, 5 millions de dollars américains, on est rendu avec 30% de plus en moyenne avec le taux de change. Ça fait 1,5 million de dollars de plus. Et en plus, on a pris un crédit d'impôt sur ces dépenses-là. Ça fait que ça devient très avantageux pour une production américaine de venir tourner au Québec. Et pourquoi les gens le font? Parce que c'est une question de sous. Et souvent, les Américains vont préférer de venir tourner ici parce que si tu as un budget qui est 10 millions, il t'en manque 2 millions de dollars sur ton film, tu viens de tourner au Québec,
Ou au Canada, à cause des crédits d'impôt et du taux de change, ça va combler ta structure financière. Tu auras assez d'argent pour pouvoir te permettre de faire ton film. Mais il y a des frais de déplacement, puis là, faut que tu loges toute l'équipe technique, les acteurs, Oui, etc. oui, mais tu vois, tout est calculé. Quand tu fais un budget de film, tout est calculé, les perdièmes. Et n'oublie pas, quand tu tournes ici, tu n'emmènes pas toute l'équipe, tu prends l'équipe locale ici. OK. On ne prend pas une équipe américaine, on emmène des fois ce qu'on appelle des key people, les personnes ressources comme le directeur photo peut être américain, le réalisateur, et des fois, je ne sais pas, un maquilleur ou ce qu'on appelle les key people, on peut nommer des fois 2, 3, mais en général, c'est les acteurs et les réalisateurs, pas beaucoup, peut-être 5-6 personnes, dépendamment de la grosseur de la production, mais c'est 5-6 personnes qu'on va apporter au Québec. Et souvent, il y a des, comme là, au Manitoba, on obtient un crédit d'impôt, ce qu'on appelle Hall Spend. Tout ce que tu peux dépenser localement, tu obtiens un crédit d'impôt. Et il y a beaucoup de productions qui se font de plus en plus au Manitoba. La location est moins belle qu'au Québec, bien sûr, mais c'est toujours une question de dollars. À Vancouver, beaucoup de séries de télé qui sont à Vancouver. C'est près aussi de la côte ouest américaine. Et je me rappelle, il y a 4 ans, je crois que j'étais chez Warner. Et la série de télévision Supergirl, ils ont décidé de la transférer à Vancouver. C'est une question d'argent. Ils ont des budgets, même si c'est des grosses sociétés, ils ont des budgets à respecter. Et quand, comme j'ai dit toujours, s'ils prennent $1 million, 1 milliard de dollars, ils vont le tourner au Canada. S'ils vont chercher 25 pour 250 millions en taux de change. Et seulement avec ça, c'est incroyable ce que tu peux faire comme cinéma, comme série de télé, ou etc. C'est des choses calculées, c'est des spécialistes, je pense, en finance, en structure financière, qui montrent les projets et ils décident où aller. En conséquence des locations du film, mais aussi du coût. Est-ce qu'il y a une place au Québec? Vous appelez et dites, OK, ça me prend des éclairagistes, ça me prend des... Oui, bien sûr. Au Québec, on a d'abord, comme je disais tout à l'heure, il y a le bureau du cinéma de la Ville de Montréal qui est là. Il y a les syndicats, la PFTQ, l'Association des producteurs de films qui sont ici. Ils ont des conventions collectives qui ont été signées, établies. Et quand on arrive ici, on les contacte, on nous remet ce qu'on appelle pour les Américains une espèce de livre qui contient tous les agents de location, ce qu'on appelle des location managers. Ils nous réfèrent à des personnes, etc., comme chez Mel, les studios de cinéma. Tout est organisé par le bureau du cinéma quand même beaucoup. Ils sont toujours à Los Angeles au marché du film qu'on appelle le American Film Market. Ils aident beaucoup les producteurs étrangers. De toute façon, ils essaient de les courtiser pour les apporter ici au Québec, pour vendre le Québec à cause des locations. Mais on a tout ici en main au Québec. Ils sont quand même assez bien installés de le faire. Bon. Mais je dois avouer aussi dans les autres provinces la même chose. Toujours une compétition, je crois, entre Montréal, Toronto et Vancouver. Ça m'amène à savoir comment on se fait courtiser justement quand on est producteur pour investir ou venir dans une place. Exemple, on regarde le Québec comme exemple. Premièrement, c'est de savoir, toute une question financière. C'est de l'argent. C'est de l'argent sur un film. Comme je te disais tout à l'heure, c'est un film de 1 million ou 5 millions de dollars. Et si tu viens au Québec, et la vente qu'ils font, je pense, mais le bureau du cinéma, ce qu'ils font, c'est de vendre le Québec d'abord. C'est sûr, c'est de la location, c'est magnifique. Tu peux tourner à New York, Chicago, l'Allemagne. J'ai tourné même la Louisiane, moi. Une partie de la Louisiane sur Sainte-Catherine, sur un film il y a quelques années, il y a très longtemps. Et c'est à s'y méprendre. On peut tourner tout ici au Québec. C'est d'abord les locations, mais aussi les équipes techniques sont extraordinaires. On a des studios, on a tout ce qu'on a besoin pour pouvoir tourner un film qui existe ici au Québec. Comme ailleurs, sauf qu'ici, l'avantage, encore, c'est le dollar canadien, qui est important, le crédit d'impôt combiné ensemble, ça fait quand même des montants énormes sur une production. C'est ce qui fait qu'on va décider de venir au Québec. Moi, je crois que c'est plus le côté finance que le côté n'importe quoi. Au Québec, au Canada, les producteurs à Los Angeles vont tourner dans des endroits comme en Louisiane, comme Atlanta, Alaska, avec Porto Rico, à l'ouragan à Porto Rico aussi, à cause des crédits d'impôt qui sont très élevés. Mais c'est bien sûr qu'on aime mieux quand on est à Los Angeles, tourner en Californie, parce que les acteurs aiment mieux. Le soir, ils retournent à la maison, ils ont des vies de famille, etc. Puis tout est là aussi à Los Angeles quand même. Mais c'est une question de budget. C'est pour ça que Montréal est l'endroit idéal pour tourner. Montréal, le Canada, à cause des sous, tout simplement. Est-ce que vous participez au processus de recruter, exemple, celle qui va faire les castings, ou est-ce que le réalisateur, c'est-tu vous qui choisissez toute l'équipe? Non. Le producteur, notre travail à nous, c'est d'abord le réalisateur. Quand on choisit un réalisateur, en général, le réalisateur arrive avec
On partit avec une équipe du choisir avec son first CD et aussi son directeur photo avec qui il aimerait travailler. Et le directeur, chaque département ont leur équipe. Comme le directeur photo travaille souvent avec ses 3, 4 ou 5, 6 caméras opérateurs avec qui ils sont familiers de travailler ensemble. Le département de costumes ont leur équipe ensemble, maquillage. Ce sont tous des petites équipes, ce qu'on appelle les key people, ont tous chacun leur équipe ensemble. Le travail au producteur, c'est surtout le réalisateur et les acteurs principaux qu'on essaie de négocier conjointement avec le réalisateur et aussi avec la maison de distribution. Parce qu'il ne faut pas oublier que le distributeur doit prendre notre film et le vendre mondialement. Et plus que l'acteur rentre dans les niveaux, ce qu'on appelle, on a une espèce de, on appelle ça, une liste de bankable names, le terme c'est des noms bancaires, pardon. Un exemple, Nicole Kidman. On sait que Nicole Kidman, si on investit, un exemple, $1 sur Nicole Kidman, chaque dollar peut nous rapporter $5. C'est toute une question de finances, tout est calculé. Et souvent, la plupart du temps, les distributeurs ont un choix. Ils vont dire on préfère tel acteur et telle actrice. Et souvent, les distributeurs, si on va avec les majors, souvent essaient de pousser des talents qui sont en train de travailler avec eux en ce moment. Par exemple, je ne sais pas, si tu prends un exemple comme Tom Cruise, quand c'est commencé avec un film, et le rendement au box-office était énorme. Fait qu'en partant, on essaie de garder toujours un talent qui est sûr de rapporter un peu plus. C'est une question de finances. Hein. C'est quand même assez complexe. Bon, supposons qu'on parle de Nicole Kidman, on va continuer l'exemple. Vous dites, bon, j'ai un film, ça serait elle qui serait bonne pour ça. Qu'est-ce qui se passe? Vous contactez le gérant? Non, absolument pas. Ce qu'on fait, nous, normalement, on passe par des agences. C'est les agences à Los Angeles ou dans le monde. À Los Angeles, on a CAA, il y a Gersh, il y a William Morris, il y a des grosses agences qui représentent les acteurs. Et on engage un directeur de casting qui s'occupe du cast, ce qu'on peut dire des rôles de soutien, les premiers rôles, etc. C'est comme, souvent, c'est le réalisateur, comme je travaille avec un réalisateur en ce moment. J'ai travaillé avec lui dans le passé, Roland Joffe, qui a fait le film de Mission avec Robert De Niro, Killing Field, qui a gagné la Palme d'Or. Il a travaillé avec Robert, je travaille avec Roland, je prévois que ça serait peut-être, on aurait un rôle pour lui. C'est le réalisateur qui vient avec ses idées de cast, de casting, de choix d'acteurs. Et après ça, on soumet ça au distributeur. Quand on a un distributeur qui est là à prime abord, et c'est un travail d'équipe entre les producteurs, le réalisateur et la distribution aussi. Mais on passe toujours par un casting, par un agent de casting pour faire tous les rôles, etc. On n'a pas le temps de s'occuper de ça, nous les producteurs. C'est le réalisateur à faire ça. C'est son bébé. N'oublie pas, quand on commence un film, c'est pas le film du producteur, c'est le film, c'est le réalisateur qui est maître sur le plateau. C'est son film et non le nôtre. Ça devient son film. Et c'est une histoire d'équipe de travail. Autant le maquillage que les décors. Il va choisir c'est quel genre de table on va avoir dans un film. Ça, c'est le département artistique. On fait ce qu'on appelle des read-throughs. On s'assied sur une table de conférence, on est tous assis là, on prend le scénario, on passe ligne par ligne, et à chaque endroit, on décide quel genre d'éclairage qu'il a besoin, quel genre de make-up, maquillage, comment est-ce qu'il va habiller tel acteur, dans telle scène, qu'est-ce que tu vas avoir comme look. C'est important, tous ces départements-là. Et tous ces départements-là communiquent avec le réalisateur. Ils se voient régulièrement durant la pré-production pour monter ce qu'on appelle le premier jour, deuxième, troisième et les semaines avance pour monter le setup exactement, ce qu'on a de besoin, ce que le réalisateur a besoin, quelle est sa vision pour le film, autant des décors, du maquillage, de l'éclairage, un paquet de choses qui travaillent ensemble. C'est assez gros comme travail. Et ce qu'on fait aussi durant la préparation, on a ce qu'on appelle un location scout, c'est que le réalisateur part avec, quand ça a été choisi un peu, il part avec le directeur photo, avec une équipe, l'équipe de qui. Ils vont dans chaque endroit où il doit tourner. Un exemple, ils rentrent ici, ils vont voir, OK, c'est quoi la scène, qu'est-ce qu'on tourne, on prend des notes. Le directeur photo regarde quel genre d'éclairage qu'on a besoin, si on tourne de jour, si on tourne de soir, qu'est-ce qu'on a de besoin, si on a besoin des génératrices à l'extérieur. Toute l'équipe mobile, où on va placer ce qu'on appelle le base camp, les roulottes, etc. C'est toute une organisation incroyable, le cinéma, quand même. C'est très gros. Quand on se reçoit, on le regarde, on apprécie, mais le travail qu'il y a derrière, c'est incroyable. Incroyable, puisque les techniciens, ce que les gens peuvent faire, des miracles. Puis là, on ne parle pas d'effets spéciaux et tout ça. Non. Non, du tout. Je pourrais en parler pendant des heures de chacun des départements quand on fait un film. Et c'est pour ça ce que j'aime aussi à Hollywood ou à Academy Award et dans différents prix qu'on remet. C'est non seulement au réalisateur, au producteur, c'est aussi pour le meilleur éclairage,
côté caméraman, un make-up, etc., etc., pour reconnaître ces gens-là. Sans eux, un film, vous allez voir souvent, le film est en nomination, le film ne gagne pas peut-être le meilleur film ou le réalisateur, mais ils vont gagner pour la musique, ils vont gagner pour les effets, ils vont gagner pour différents... Il y a différents départements qui font qu'un film devient ce qu'il est, tout simplement. Vous qui êtes un grand passionné là, du cinéma, là, vos coups de cœur, ils vont où? En quel sens, coup de cœur? Ben, dans les films que j'ai vus? Oui, dans les films qui sont venus le plus vous chercher. Là, Même chercher des films qui m'ont marqué, j'ai aimé beaucoup les films le film de Lelouch, entre autres, Claude Lelouch en France, le film français, Les uns et les autres, que j'ai trouvé génial. La façon dont c'était tourné à différentes époques, avec les mêmes acteurs, j'ai aimé le cheminement, ce qu'il a fait, la direction qu'il a fait aussi comme réalisateur. Bien sûr, le film de Roland Joffe, Killing Field, et City of Joy, Patrick Swayze. Ce que fait Roland aussi comme réalisateur, j'ai aimé beaucoup. Mais un que j'ai adoré, un de mes coups de cœur, c'est La liste Chandler de Spielberg, Steven Spielberg, j'ai aimé beaucoup. Et l'arme, bien sûr, c'est un film très touchant. J'aime ce que Spielberg a fait autant aussi avec les enfants, comme E.T., comme même Close Encounter, Rencontre du troisième type, ce qu'il a réussi à faire. J'aime beaucoup de films. C'est difficile de mettre le doigt sur un film. J'ai aimé Footloose, j'ai aimé Gross. J'aime le cinéma. J'aime le cinéma. J'aime le cinéma tout simplement. Je peux aimer un film d'amour, je peux aimer un film de guerre. Ce que j'aime, c'est la façon que c'est tourné et que ça nous est donné à l'écran et comment est-ce qu'on se sent. Quand on rentre au cinéma, pour moi, c'est le moment qu'on oublie, puisqu'on ne pense pas à nous. Maintenant, on nous dit de fermer nos cellulaires au cinéma, heureusement. C'est un moment qu'on oublie, c'est un moment qu'on ne sait plus où on est. On est dans le film, on fait partie quand le film est bon, naturellement, il t'embarque, on se sent emporté et transporté dans le film. Et quand on sort du cinéma, on retourne dans notre monde, mais ce moment-là est important. Et quand je vais au cinéma, moi, voir un film, j'aime oublier complètement. Je veux rentrer, puis je fais partie, j'embarque dans le sujet. C'est pour ça que ça prend un bon réalisateur, des bons acteurs, puis c'est un tout. Hein. Sinon, vous regardez les défauts, puis qu'ils auraient dû faire ça comme ça. Non, je ne fais pas ça. Je vais faire, tu sais, regardez, c'est pas les défauts, parce que dans tous les films, il y en a. Hein. Un film parfait de tous les côtés, je n'y crois pas. Il y a toujours des petites affaires qu'il peut avoir. Mais on ne regarde pas un film des producteurs, disant, il aurait dû faire ça, ben non, telle affaire, c'est... Non, pas vraiment. Je vois surtout, j'anticipe souvent ce qui va arriver dans un film, parce qu'il y a des choses, c'est tellement cliché, il va arriver de toi, je suis assis avec mon frère ou avec des amis, j'anticipe qu'il va arriver ça. Il dit, comment tu fais, c'est ça, tu as lu ça? Je dis non, ça se voit, c'est une suite logique des fois qui est un petit peu facile. Et des fois, les films, je pense, qui sont portés, pardon, pas à l'écran, mais qui sont en nomination dans différentes catégories, dans différents concours, si on ne faisait pas concours, mais comme l'Académie, comme les Emmy, etc. Ce sont des films qui sont, je pense, bien choisis, bien analysés. Et si tu gagnes, ça frise presque on va dire, la perfection directement. Ici, on a des excellents producteurs, comme Roger Frappier, qui a déjà gagné. J'ai travaillé avec Jean-Claude Lard comme réalisateur ici. J'ai travaillé avec des directeurs photo québécois extraordinaires. Mais c'est juste un ensemble. Je ne critique pas les films. J'aime tous les genres de films. J'aime le cinéma. J'aime ce que ça apporte. J'aime l'industrie. Et j'ai toujours dit, je vais le faire jusqu'à la fin. Jusqu'à ce temps, je serai plus capable de le faire. Pas de retraite, c'est ça que ça veut dire? Quand on est un passionné... On ne prend pas de retraite en cinéma. Moi, j'ai toujours dit, je pense que je vais mourir sur un plateau de tournage. C'est une façon de parler. On ne prend pas de retraite parce que, non, c'est ça, je dois dire, c'est exigeant ce qu'on fait, mais on aime tellement ce qu'on fait. Quand tu fais quelque chose que tu aimes comme ça, c'est plus fort que toi. Tu peux pas lâcher ce métier-là, l'abandonner ou t'en aller, tu peux pas. Je serais pas capable. Je pense que je ne serais même pas capable de rien faire d'autre que ça. Vous êtes comme un Clint Eastwood du cinéma, finalement. Non, pas en tout. Non, loin de ça. Parce que lui, il travaille... Pas en côté âge, je ne suis pas rendu là encore. Là, je suis en 64, mais il y a encore beaucoup d'années. Non, je suis à peu près à ça de la cheville de Clint Eastwood en tant que... je suis pas réalisateur, mais en tant que producteur. Et tout ce qu'il a monté comme carrière, c'est incroyable. Comme je te disais ici, moi, j'ai les idoles au Québec. Roger Frappier, moi, je le trouve extraordinaire ce qu'il fait. J'ai eu un mentor, Jake Ebert, que les gens ne connaissent pas beaucoup. C'est un Québécois d'origine d'Arvida qui a été nominé, je pense, comme 60 fois. Il a gagné comme 26 Academy Awards. C'est incroyable. Il est décédé il y a quelques années. J'ai fait un film avec lui, qui était Snow in August. Et on a eu 3 nominations aux Emmy Awards pour le film. C'est un producteur extraordinaire. C'est un homme que j'admire extraordinairement. C'est incroyable, cet homme-là. Roger Frappier, j'ai Jean-Claude Lard. Il y a plusieurs personnes. Je ne vais pas tous les nommer.
Je sais, je vais en oublier un paquet, mais des gens qui travaillent ici. Et n'oubliez jamais aussi, pour nous autres, un producteur, que ce soit un PA, un assistant de production, tout aussi important que le producteur. Quand un film commence, tous les postes sont importants. Tous les postes. Puis quand il y a une victoire, c'est tout le monde qui doit en profiter et en jouir. Il arrive quoi, justement, quand toute l'équipe est importante là-dedans, puis il y a, mettons, une ou deux sections qui ne marchent pas? Ça peut arriver des fois que ce ne soit pas tout le monde qui soit au même diapason ou qui ait le même niveau de compétence? Non, je ne sais pas. Moi, ce que je vais dire, ça dépend. Quand tu travailles avec des équipes, un exemple, c'est ton réalisateur que je te disais tout à l'heure, qui va dire, ah, j'aimerais travailler avec telle personne, telle personne. On a des fois des choix un peu, mais ça devient son film un peu. Et on se fie beaucoup à son choix, mais on regarde aussi, bien sûr, on a un droit de regard sur le directeur photo, sur certains key people, ce qu'on appelle des personnes clés, pardon, du film. Il n'y a pas des départements plus faibles qu'un autre. C'est un esprit d'équipe toujours. Hein? Quand tu respectes les gens et tu travailles avec des gens sur un plateau, des techniciens, et j'ai fait ça à Los Angeles et dans les derniers films. On a tourné un film l'année dernière, c'est un film pour enfants, et l'équipe, c'est comme une famille, hein? Il faut que tu t'en occupes, et c'est pas... Puis il y en a qui vont dire, ah, c'est des gens qui gagnent bien leur salaire. OK, si tu travailles à l'année longue, tu as des films sans arrêt, tu te débrouilles bien. Mais si tu fais un film par 2 ans, même si tu gagnes 50 000 sur un film, un exemple, et tu en fais un par 2 ans ou 3 ans, tu n'as rien gagné, là, tu comprends? C'est très, très difficile. Mais non, les équipes, moi, j'ai jamais eu de problème avec le personnel ou une équipe qui est moins bonne qu'un autre, non. Chaque département gère son département. Le unit production, le directeur de production a son équipe et il travaille avec son équipe. S'il y a des problèmes, il s'occupe de ses problèmes. Chaque département a leurs petits problèmes, leurs petites choses à résoudre. Il y a toujours des solutions. Donc, j'ai jamais eu de problème, moi, vraiment. Qu'est-ce qui fait qu'un film réussisse ou ne réussisse pas, justement? Parce que des fois, il y en a qui ont pris les bons acteurs, puis là, ils ont tout planifié pour que ça rentre, puis que ça lève pas. C'est quoi le succès pour que ça passe? Je pourrais jamais te répondre à ça. Si je le saurais, je serais au Academy Award tous les ans, je gagnerais tous les trophées. On gagnerait, je serais multimilliardaire. Il n'y a pas de secret. Pour un film, tout simplement, c'est d'avoir un bon scénario, une très bonne histoire. Question de timing. Dans le sens, tu vas être un bon scénario, une bonne histoire, trouver le bon réalisateur qui va vraiment triper, qui va aimer le projet, qui va avoir plein d'idées, même d'innovations, changer des choses, être vraiment passionné par le scénario et trouver ton équipe alentour qui va avoir la même passion. C'est une histoire d'équipe. Et tu ne le sais pas. Tu vois, quand tu regardes les Academy Awards, ou même ici, partout, il y a plusieurs films qui sont nominés. Ce sont tous des bons films. Mais tu sais, encore, c'est comme beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup nominés, mais très peu qui vont gagner. Il y en a un qui gagne le meilleur film de l'année. C'est pas 2, c'est 1. Tu vas en avoir 5 qui vont être en compétition, mais tu vas en avoir un qui va gagner. Mais sur les 5 qui sont là, c'est 5 bons films, mais il y en avait peut-être une cinquantaine d'autres qui étaient très bons aussi, qui n'ont pas été nominés. Quand on regarde des films qui sont des films étrangers nominés dans chacun des catégories, dans chacun des pays, comme le Canada, on choisit un film parmi les films qui étaient produits dans l'année au Canada, qui va représenter le Canada au Oscar, comme film indépendant, et dans chacun des pays. Mais le film qui est choisi au Canada, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bons. C'est qu'il y en avait qui s'est démarqué plus que les autres. Et pourquoi? Ça peut être la réalisation, ça peut être le sujet. C'est un ensemble un peu. Mais le pourquoi, je ne sais pas. Je ne fais pas partie de ces comités-là. Mais il n'y a pas de recette, il n'y a pas de secret, je ne pense pas. Prends un acteur, le meilleur acteur au monde, donne-lui un film pourri, ça va être pourri. Ouais. Je m'excuse, c'est ça. Ça te prend une bonne histoire. Si l'histoire est très bonne, puis l'acteur n'est pas bon, ça revient au même. Le film ne sera pas bon. C'est un tout. Ça te prend un bon réalisateur, puis une bonne équipe. Tu as un bon éclairage sur un film, tu as un bon son. Le son est important. Les effets sonores sont importants. Ta musique est importante. Tout est important. Tout est important. Et c'est ce qui fait le secret. Il y a beaucoup de petits films qui se font pas cher. Et comme Spielberg l'a déjà dit, chapeau à quelqu'un qui travaille dans l'industrie, que tu fais un film. Si tu réussis à trouver de l'argent pour un film, un petit ou un grand, tu es une grande personne. C'est dur. Très dur. Là, je veux juste référer les gens sur le site internet IMBD, OK? Tapez Jean-Guy Després et vous allez voir toute la liste des réalisations que Jean-Guy a faites. J'ai calculé rapidement. Production. Production. Associé et production exécutive, ouais. On parle de 36 films à peu près, quand même. Ouais, environ. J'en ai en ce moment, je pense que c'est 10 ou 11 en développement. Là. En ce moment. Là, dans une année. Non, je travaille. Non, pas dans En ce moment, je travaille sur 11 films en développement depuis 3 ans. Ah, OK. Là, j'en ai un
qui doit commencer avec Roland. J'ai reçu le papier là, on a fait une offre, on a envoyé un réalisateur. Le financement est en place, on va débuter bientôt. Et j'ai aussi une série avec NBC, qui est la 3e saison qu'on m'a demandé. Je suis juste producteur exécutif là-dessus. Ils m'ont demandé de faire ce qu'on appelle un financement intérimaire, que j'ai travaillé là-dessus. Il commence la 3e saison en fin du mois. Là-dessus aussi de la télé. Et j'ai 2 autres films avant fin d'année qui est financé. Là, on est en train de placer. Le problème qu'on a en cinéma, c'est de mettre les acteurs ensemble. Hein? Si on appelle, par exemple, tu es actrice sur le film, tu n'es pas disponible quand on tourne en octobre, et l'autre est disponible, on essaie de voir comment on peut tout agencer le calendrier de production pour les acteurs, tout mettre ça ensemble, c'est quand même juste une affaire. C'est quoi la différence entre un producteur exécutif et un producteur? Un producteur exécutif, normalement, en général, c'est la personne qui va emmener les fonds pour la réalisation du film, qui va travailler beaucoup du côté finance, beaucoup. Et le producteur, moi je trouve que c'est le chef d'orchestre qui va orchestrer tout le film en général. Et souvent, tu vas voir un producteur qui est producteur exécutif aussi, puisque souvent les producteurs, premièrement, on trouve un producteur associé, on s'associe avec un producteur, c'est une équipe ensemble pour monter le financement. Mais il touche beaucoup une partie du financement. Et la définition, je crois, pour moi, je vois, c'est avec qui j'ai travaillé, c'est producteur exécutif, c'est ceux qui financent la majorité des films. Bon, on voit souvent dans les génériques là, que les acteurs de la télésérie, exemple Tom Welling et Smallville, ou Mark Harmon qui est NCIS, t'es voix producteurs exécutifs. Ça veut dire qu'eux, ils prennent leur salaire, qu'ils investissent dans la production pour que ça continue? C'est quoi ça veut dire? Oui et non. Oui et non. Écoute, je ne sais pas, chaque télésérie ou chaque contrat est différent. Souvent, il va y avoir une participation. C'est que quand une série débute, la série va bien. Après, des fois, la 2e saison, 3e, l'acteur principal ou l'actrice va demander de s'impliquer du point de vue production aussi, comme exécutif producteur. Des fois, ils vont prendre un peu moins de cachet, ils vont aller chercher plus de back-end où il y a un deal avec les ventes mondiales qui vont se faire. C'est difficile à expliquer un petit peu sur ce côté-là. Mais c'est une participation souvent aux recettes. Même dans un film, on a souvent comme des acteurs qui vont s'impliquer comme producteurs. Aussi dedans, ils prennent moins de salaire. Ils vont investir, un exemple, si je prends un acteur, son cachet sera de 3 millions de dollars, il va demander juste 1 million, 1,5 million, il va demander d'être producteur ou coproducteur, quelque chose comme ça. On a une participation en production aussi. C'est difficile à dire parce que chaque entité, chaque film ou série, c'est négocié différemment. C'est très, très difficile à t'expliquer ce côté-là. Mais ils font ça. Si on prend l'exemple du 3 millions de dollars qui coupe à moitié, là, fait qu'il il perd 1,5 million, mais les revenus de la production, il peut-tu arriver à dépasser son 3 millions initial? Probablement oui, que je pense que les acteurs... oui et non. Je veux dire qu'un acteur, quand il décide de s'impliquer dans une production, souvent il va avec le cœur parce qu'il aime beaucoup. Quand tu es rendu, que tu fais je sais pas, mais 3, 5, 10 millions de cachets sur des films, ça fait des années que tu le fais. Pour les jeunes acteurs, c'est différent. Mais pour les autres, c'est un coup de cœur qu'ils ont pour la série. Ils décident de s'impliquer, même des fois au départ. Hein, l'acteur va être producteur exécutif sur la série. Entre autres, j'en ai un, je ne peux pas en parler en ce moment. 2 gros acteurs que j'ai reçus, qui sont producteurs sur leur projet à eux. Ils s'associent avec d'autres boîtes. Et si tu remarques maintenant, si vous remarquez au cinéma, vous allez voir des génériques, les producteurs. Des fois, ils sont 10, 12 producteurs, maintenant 15. Avant, tu voyais 1, 2 producteurs, 3, 4 producteurs exécutifs. C'est de plus en plus difficile de financer des films, c'est de plus en plus cher. Ça fait qu'on s'associe plusieurs producteurs. Chaque personne amène quelque chose de concret dans le projet, que le projet se réalise. C'est mieux avoir une petite partie de quelque chose que d'avoir quelque chose et mourir avec. Tu comprends? C'est cliché un peu, mais c'est ça. Mais pour revenir, les acteurs, ça dépend. Chaque contrat est différent, chaque entente. Et les acteurs s'impliquent naturellement. Oui. Bon, si on prend une journée typique d'une personne occupée comme vous, là, ça commence à quelle heure le matin puis ça finit... Ben, mettons, on va prendre une semaine. C'est quoi une semaine hollywoodienne? Sur un tournage ou quoi? Peu importe, avant, après. Non, mais avant, il n'y a pas grand-chose. Je veux dire honnêtement, c'est pas du travail de 6 heures le matin à 10 heures le soir. Quand comme producteur, quand je suis à Los Angeles, je reçois des projets, je regarde. Je peux être occupé 1 heure, 2 heures, des fois par jour. Moins que ça, le travail, c'est seulement quand tu commences la pré-production. Comme quand tu prépares des ententes, tu as des avocats qui travaillent pour toi pour des contrats. On t'envoie des projets, tu regardes un peu, tu vérifies si c'est solide, si on a des choses intéressantes dans le projet, si c'est sérieux. Puis, n'oublie pas, à Los Angeles, Hollywood, tu as les Holly Weird.
On reçoit beaucoup d'offres, beaucoup d'appels, beaucoup de projets, mais sur 100 projets, tu peux peut-être en avoir un qui a de l'allure, hein? C'est une centaine. Ça fait que le travail, tu ne travailles pas physiquement, premièrement. C'est pas du travail qui est dur, c'est du travail, il faut que tu sois patient. Très patient, parce que c'est très long. Très, très, très long. Et comme je te disais tout à l'heure, si tu fais un film, puis tu fais 100 000, puis tu n'en fais pas pendant 5 ans après ça, et c'est très cher aussi. Les gens qui veulent s'en aller à Los Angeles, ramassez-vous un petit portefeuille pour pouvoir aller là-bas. Parce que pour y vivre, obtenir les permis de travail, etc., c'est quand même assez cher. Quand tu travailles sur des projets quand même d'envergure, des bons projets, ça te prend des avocats, ça coûte cher. Te loger, tout, c'est quand même, c'est pas une petite affaire. Habiter à Los Angeles, c'est pas une petite affaire. Je peux te donner un exemple. Tu peux louer un appartement, 2 chambres à coucher, c'est environ 3 000 $ américains, entre 2 500 et 3 000 par mois. Les mois viennent vite, comme on dit, plus Oui. tous les frais que tu peux avoir. Ça fait que si tu descends comme Canadien ou Québécois, tu veux t'installer là-bas, il y en a beaucoup, ce qu'ils font plus tôt. Ils sont ici, ils descendent une fois par mois, ou ils vont, tous les 2 mois, ils vont aller faire 2 semaines là-bas pour pouvoir faire leur meeting. Ils organisent toute leur semaine, c'est mieux de travail. Parce que le travail est échelonné, moi, c'est pas, comme je te disais, c'est pas du matin au soir. Ça dépend de ce que j'ai à faire. Des fois, je peux être bien occupé dans une semaine comme un fou, puis après, j'attends. Il y a beaucoup d'attente, beaucoup de patience. Il faut que tu sois beaucoup patient dans le cinéma. Ton travail, vraiment, c'est quand tu es en pré-production et en production. En pré-production, tu commences le matin, on arrive au bureau, je à 7 h le matin, puis on sort de là à 8 h, 10 h le soir. Souvent. Et c'est presque toujours de même. Et pour nous, les producteurs, c'est du 7 jours par semaine. Les week-ends, on les oublie parce qu'on est un petit peu la pierre angulaire en haut. S'il y a des problèmes, des affaires, on corrige. Souvent, les fins de semaine, on travaille sur des budgets. Si on a des distributeurs américains, on parle avec eux, on est régulièrement en contact. Quand on tourne, on reçoit tous les rapports de coûts, toutes les dépenses qui rentrent, on vérifie tout pour pouvoir rester sur notre budget de film. Fait que le travail se fait surtout en pré-production, puis en production. Et aussi, à la fin, ce qu'on appelle, c'est le wrap. Quand c'est terminé, on retourne tout le matériel, etc. Et nous, on commence la post-production, ce qui est tout le montage du film, tous les effets sonores, la musique, etc. C'est un grand travail qui va durer entre 6 mois et 1 an. Puis c'est fragile aussi parce qu'il y a des impondérables. Exemple, là, on mise sur un réalisateur puis là, ou un acteur, et là, il arrive une bévue dans la vie personnelle de cette personne-là, et là, toute la crédibilité de la carrière de la personne est touchée, et tout qu'est-ce qu'elle a fait. Il arrive quoi? Tu sais, exemple, Non. les gens qui ont investi sur Lindsay Lohan, mettons. Je vais vous expliquer, c'est très simple. Quand on fait un film, on a ce qu'on appelle une garantie de bonne fin. Une garantie de bonne fin, ce sont des assurances qui te garantissent la bonne fin de ton film. Si tu fais un film avec, je ne sais pas, n'importe quel acteur, tu es rendu ta dernière semaine de tournage, il y a une crise cardiaque qui décède, ou même avant, il faut que tu recommences le film. Au complet? Ça dépend où tu es rendu. Tu ne peux pas remplacer un acteur, ça dépend de ton scénario, comment ce que c'est, tu peux remplacer. Ou s'il y a un exemple, il y en a qui tombent malades, il arrive un accident, quoi que ce soit, on a toujours une assurance qui nous assure de finir le film. On appelle ça une garantie de bonne fin du film. Un exemple, dans un film qui s'est tourné en Australie il y a très longtemps, je pense que c'était The Black Stallion, quelque chose comme ça, il y avait un cheval noir dans le film qui se servait pour tourner. Il arrive le matin, le cheval n'est plus là, il a disparu. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Une journée, et ça coûtait environ, je pense, c'était comme une affaire comme 400 000 $ par jour, ou 500 000 $ par jour pour l'équipe à payer, etc. Première journée, pas là. Deuxième journée, là, ils ont appelé les assurances. Ils ont été obligés parce qu'il y avait des problèmes à cause des acteurs, plein de choses. Ils ont mis une annonce à la télé, puis ils ont trouvé une madame qui a téléphoné 2 jours après. Elle dit, il y a un cheval qui ressemble à ce que vous voulez qui est dans ma cour, il est peut-être à 10 km plus loin. C'est des choses comme ça. S'il arrive quoi que ce soit, le film, il est toujours assuré. Un film, il y a toujours une fin qui doit arriver. Je parle, normalement, un film a toujours une garantie de bonne fin. Ça assure les investisseurs et les gens qui ont investi dans le film, ou la maison de distribution qui doit distribuer le film, à ce que le film soit terminé tel que prévu. Qu'il arrive n'importe quoi, que ce soit terminé. Est-ce que la prime d'assurance est plus chère? Si, mettons, tu fais un film avec Courtney Love, puis là, whoop, il y a une overdose, tu payes plus cher d'assurance? Premièrement, c'est difficile. Je peux t'expliquer que des acteurs qui ont eu des périodes très difficiles dans leur vie, qu'on nous avertissait que quand on arrivait avec un projet, on avait tel acteur qui arrivait avec, je sais pas moi, qui avait des problèmes d'alcool ou quoi que ce soit, ou
quel que soit le problème qui arrivait, on nous disait on ne peut pas te garantir avec lui, etc., qui s'est passé le dernier film. Mais c'est très rare, ça arrive, c'est très, très rare. Normalement, moi, en tant que producteur, ou même une équipe, même tout le monde alentour, on dit on n'ira pas avec lui, il passe un moment difficile dans sa vie en ce moment, on va attendre qu'il se replace. Comme c'est arrivé avec des grands acteurs comme comment il s'appelle, non, Robert Downey Jr., il y a eu une période très creuse dans sa vie, et puis il est revenu comme wow, c'est incroyable ce qui est arrivé, puis on est très content de ça. Tu sais, je dis tout le temps, les acteurs, c'est un monde particulier pour moi, c'est des gens particuliers, c'est des gens insécures, c'est des gens spéciaux, vraiment spéciaux. Insécures dans le sens de vouloir plaire à l'industrie? Non, insécures pour tout. Oui? Pour tout, je pense pour tout. Tous les acteurs que j'ai rencontrés, ils ont tous quelque chose de particulier. Je ne parle pas côté carré, ils sont très gentils, mais c'est tout. À un moment donné, c'est tous des gens un petit peu insécures, parce que quand tu travailles dans l'industrie, tu fais un film et tu as un succès, tu réussis, et tu en fais un deuxième, ça fonctionne moins, c'est très dur pour eux. Parce que c'est des gens qui s'investissent énormément. Énormément. J'en ai vu des acteurs assez connus, et j'étais étonné un peu de voir. Je croyais que c'était, même après toutes les années que j'ai fait en cinéma, que ça pourrait être plus facile pour eux. Comment ils travaillent, ces gens-là, les répétitions, toute la préparation qu'ils font encore, même après 15, 20, 30, 100 films, c'est incroyable comment ils sont. Je ne sais pas comment ils font. Je ne sais pas. C'est des gens talentueux, mais c'est des gens insécures. C'est un métier qui est très insécure pour eux aussi, financièrement, émotivement, tous les côtés. Bon, question. Avec tous les 36 films et téléséries que vous avez faites, là, avec qui vous avez le plus eu de plaisir ou d'affinité ou de reconnaissance? Y a-t-il des acteurs qui sont venus vous chercher plus que d'autres? Non, pas vraiment. Je vais dire honnêtement, les acteurs, pas vraiment. Moi, c'est plus travailler avec... on est plus près du réalisateur, de l'équipe technique, dans le fond, qu'on va l'être des acteurs. Même les producteurs, quand on signe le contrat, l'acteur arrive. Nous, notre travail sur le plateau, une fois que c'est débuté, c'est juste m'assurer que tout va bien sur le plateau. S'il y a un problème, quoi que ce soit, et les acteurs, on s'en occupe quand même. On s'en occupe quand même assez bien, là. Non, pour moi, c'est pas ça. C'est tout simplement, c'est plus l'équipe, parce que ça devient une famille vraiment assez particulière. Les réalisateurs, directeurs photo, caméraman, électro, machinaux, tous les gens qui travaillent sur le plateau. On se voit tous les jours. Moi, je suis là le matin trop, on prend un café ensemble, on parle, on a une chanson. C'est pour ça qu'à la fin d'un film, quand c'est rendu le rap, il y en a beaucoup qui pleurent, etc., c'est une famille, ça travaille vraiment intense ensemble. Si ton tournage est 5, 8, 10 semaines, plus la préparation, écoute, tu vois plus souvent ces gens-là, tu vas voir ta femme ou ton mari et tes enfants, parce que tu passes tellement de temps sur un plateau. C'est des liens qui se tissent. Moi, j'en ai vu, vous dire en français que ça envoie chier, puis après ça se prend par le cou, ça sent, mais c'est quand même, c'est intense un tournage, c'est toujours intense, il y a des moments intenses. Oui, puis ça marche pas tout le temps bien. On voit souvent, exemple, deux actrices qui s'aiment pas, puis là, qui font un semblant que ça va bien dans le film, mais qu'ils ont de la misère. Vous n'avez pas une danse de joie? Exemple, là, je dis un exemple comme ça, George Clooney accepte de faire partie de votre projet, là, vous devez être content de savoir que bien ça sûr, marche. absolument. Oui, bien sûr, mais comme je te dis, quand on a des acteurs qu'on choisit, un wish list de noms qu'on veut avoir, qu'on espère avoir, c'est beau espérer les avoir, c'est une autre affaire. C'est toujours, comme je te dis, avoir de la bonne histoire qui va leur plaire. Parce que quand tu prends un acteur comme Clooney, comme les grands acteurs ou grands réalisateurs, ça prend un projet qui va les chercher. Parce qu'ils reçoivent tellement de bons projets. C'est incroyable les projets qu'ils reçoivent. Puis il y en a beaucoup avec de l'argent attaché, tout est là. Hein, et ils vont dire non. Parce qu'ils n'ont pas le feeling pour le faire. Quand tu en fais tellement de films, tu as une carrière extraordinaire, tu te permets de choisir tes films, plus ça va, tu te permets de plus en plus. Au début, c'est une bataille pour survivre, pour vivre. Mais après, quand tu fais de l'argent, tu te dis, attends une minute, non, je ne m'intéresse pas à ce film-là. Ah, mais regarde, tu peux. Non, même si tu me donneras 10 millions, ça ne m'intéresse pas, j'aime mieux faire un film qui va me payer moins. Celle-là, je l'aime plus, ou même des fois, ils vont payer plus. Mais c'est une question de choix. Question de choix. Quand tu peux choisir dans la vie, je pense que tu es rendu assez haut, financièrement assez à l'aise, parce que la vie, hein, tout le monde a des choses à payer, on a tous des choses à faire, on a tous des rêves à accomplir. Et la plupart de nos rêves, souvent, coûtent des sous. Mais dans cette industrie-là, quand tu te permets de choisir, c'est sûr qu'un producteur, que ce soit George, que ce soit travailler avec Clint Eastwood, travailler avec des gros studios comme Paramount, Sony, MGM, Warner, Universal, c'est sûr que c'est intéressant, c'est toujours passionnant. Quand je rentre chez Warner, je fais souvent, je suis allé à Warner à ce temps-ci.
beaucoup d'amis qui travaillent là-bas, j'ai des projets là-bas aussi en développement. Quand tu rentres, c'est une fierté quand tu rentres dans les studios de la Warner ou Paramount, une fierté. Tu pars de Montréal, tu arrives là-bas, tu vis là-bas, tu côtoies ces gens-là, tu travailles, c'est sûr que c'est tout le temps flatteur et c'est intéressant. Ça ne veut pas dire que je vais réussir nécessairement comme eux, mais je suis là, puis je le sais, puis je n'arrêterai jamais. C'est ce qu'il faut faire, il ne faut jamais arrêter. Alors, pour être producteur, ça prend une détermination, ça prend une passion, ça prend une D'être patient, très patient. Et une gestion une gestion des finances. Ce qu'il faut, ouais. Le secret, aujourd'hui, de plus en plus, avec tous les producteurs qui s'associent pour faire un film, c'est que, comme je dis souvent, mon deuxième Dieu, entre parenthèses, je veux dire, c'est mon investisseur. Parce que l'investisseur qui va investir, je ne sais pas moi, 500 000 $, 1 million, 10 millions, si tu mets 500 000, tu as travaillé pour ton argent, tu as travaillé fort, puis tu ne veux pas la perdre. Tu comprends? Oui, oui. Fait que si tu mets le 500 000, tu investis parce que tu en as beaucoup, là. Mais fais rien. Ce que tu as investi, tu ne veux pas le perdre. Fait que le but de l'histoire d'un film, si je sais qu'il y a un risque qu'il va le perdre, je n'ai pas une forme de garantie, j'aime mieux pas prendre l'argent pour pas le faire. Et pour pouvoir garantir mon investisseur, moi, il faut que j'aie le bon réalisateur, le bon projet, la bonne équipe, la bonne distribution. Parce que c'est la distribution qui va faire mes ventes que je vais réussir à rembourser mon investisseur. Il y a des structures financières sur en bourse, des des crédits, d'impôts, des choses comme ça. Mais en général, il faut que tu t'assures d'avoir un retour pour ton investisseur. La logique, c'est bien sûr, si tu investis 500 000 $, je te le remets avec un profit, un petit ou un grand profit, peu importe. Ça, tu vas réinvestir. Mais si tu perds ton 500, tu vas dire, rappelle-moi plus, ça, regarde, oublie ça. C'est plus compliqué que ça, mais l'investisseur est vraiment important, il faut y faire attention. C'est très dur, très, très dur de monter du financement. Et il faut comprendre aussi qu'un investisseur qui a de l'argent aujourd'hui, peut-être qu'il ne l'a plus le lendemain. Il a déjà investi ailleurs, tu comprends? C'est des timings. Il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte dans le cinéma. Je pense dans n'importe quel business, mais en cinéma, c'est risqué. Il arrive quoi quand vous avez fait un film et puis là, oups, ça passe à TVA dans le temps de Noël. Je parle de votre film avec Vanessa Williams, Christmas Carol. Ouais. Ça fait quoi de voir son film passer à télé dans le temps de Noël, tous les années? C'est toujours agréable. J'ai été surpris, là, je pense, c'est là 4 ans, 5 ans, je ne savais même pas. J'étais chez Paramount Pictures pour un meeting avec Technica, pour un laboratoire, puis faire un tour chez Paramount pour voir ce qu'il y avait. J'ai été à la boutique, je regardais les films, j'ai vu. Le film était là parmi les Paramount classiques, je n'étais même pas au courant. C'est un film qu'on a fait, c'est sûr, c'était pour Viacom, ils ont Paramount, ils ont VH1, HBO, puis Showtime, je pense que je joue à MTV. Et le film était rendu là. J'ai fait des films, ça fait toujours drôle de voir ça. Quand tu regardes le film qui revient constamment, c'est des films de Noël. Sinon, les autres films se démodent un peu, mais un film de Noël reste un film de Noël. Hein? Ça sera toujours là. Tu sauras vraiment que les films de Noël, c'est toujours à peu près la même chose. Hein? C'est des films touchants, le père n'est pas là. Il revient dans le temps des fêtes, c'est une surprise, il lui arrive une tristesse, ou c'est de la joie, c'est toujours un peu... Le temps des fêtes, c'est un temps qui est joyeux, qui est triste en même temps. Il y a de la nostalgie, il y a les deux choses. C'est un peu cliché, mais ça en prend. Parce que nous, on vieillit, il y a une nouvelle génération qui est là, et les films reviennent, tout simplement, on les refait. Comme Christmas Carol, ça a été refait, je ne sais pas combien de fois. C'est incroyable, il y a des films de Noël qui seront comme le Noël de la 42e, je pense. Avenue? Ouais, c'est ça. En noir et blanc, j'ai écouté ça, moi, au tout début, en couleur, même le premier qu'ils ont fait, et je les réécoute encore, c'est toujours plaisant de le voir. Mais c'est tout le temps flatteur. Quand on a travaillé sur un film avec mon frère, avec d'autres personnes, puis on regarde un film qu'on a travaillé sur à la télé, lui ou l'autre film, c'est toujours intéressant. Des fois, nos amis nous appellent « Ah, j'ai vu ton film, c'est fun. » Mais en parlant de j'ai vu ton film, dans les années 90, je ne me rappelle plus quelle année, mais j'ai vu un film que vous avez fait avec Charlie Sheen qui s'appelle L'Avènement. L'Avènement, non, le film L'Avènement, c'était fait en 1996, je ne me trompe pas, 95-96, c'était avec Charlie Sheen. Et le film qui a été tourné, il y a eu quand même un bon succès box-office, mais le problème qu'il y a eu, c'est qu'ils ont sorti le film en même temps que Independence Day. En même temps. Et un film avait un budget de promotion qui n'était pas pareil comme celui que Paramount ont lancé. Ils ont mis le paquet dessus en argent, en promotion. Je pense que c'était comme 50 millions qu'on met en promotion. Ça a payé le marché. Et c'était pas deux. On ne peut pas comparer les deux films parce que Independence Day, les effets spéciaux, le paquet qu'ils ont mis là-dedans, c'est incroyable, les acteurs et tout ça. Et The Arrival, le premier, L'Avènement avec Charlie Sheen, c'était quand même un bon film.
intéressant. Oui, vraiment. C'est des extraterrestres qui sont au Mexique, je pense, si je me rappelle bien, ça fait longtemps. Là. Puis là, ouais, c'est ça, le réchauffement de la planète. Et ils réchauffent la planète parce qu'ils ne peuvent pas vivre au froid. Et on a fait un enchaînement sur l'avènement 2. En réalité, on voulait avoir Charlie Sheen pour faire partie du film, mais il était pris, il ne pouvait pas. Fait qu'on l'a fait mourir indirectement. Dans le deuxième, l'avènement 2, qu'on a tourné entièrement à Montréal à 100%. C'était tourné à Montréal. Et le film commence comme ça. C'est l'acteur Patrick Muldoon qui fait le frère de Charlie Sheen par la suite, qui reçoit une lettre disant, un document. Il voit à la télé comme que son frère, son ami dit regarde les nouvelles immédiatement, il rouvre le computer, il regarde, on dit que son frère est décédé ou il est arrivé quelque chose, et le film débute comme ça. C'était un bon succès quand même au box-office, à l'avènement 1 et 2 aussi, et le distributeur était assez intelligent après pour sortir un coffret avec les deux films dedans, l'avènement 1 et 2, qui a bien marché, qui fonctionne encore, qui roule encore pas au cinéma, mais dans les chaînes de télévision à travers le monde. Ça amène une conscience des extraterrestres qui sont un petit peu intégrés, justement, la Terre. Moi, en tout cas, je me rappelle, ça m'avait rentré dedans. Ben oui, effectivement, parce que tu les vois marcher avec les genoux à l'envers. Mon Dieu, il y a du travail là-dedans. Oui, absolument. Et je ne sais pas si mon frère l'a ici. Tu l'as su ici? Non? OK. On a regardé les bus, les têtes des extraterrestres. J'en avais un, mon frère. Je pense que c'est mon fils qui l'a maintenant. Oui, il m'a envoyé une photo. C'est ça, celui qui l'a. Les accessoires du film. Donc, ça a bien marché comme film. C'était up-to-date, si on peut dire l'expression. C'était à jour. Parce que tu as des périodes. Hein. Si tu regardes dans le cinéma, ça va être tous des films de vampires. Il va y en avoir un paquet qui va sortir. Après ça, c'est des films sur des extraterrestres. Après ça, c'est des films sur des catastrophes naturelles. Sur les tremblements de terre, des volcans. C'est comme des périodes qu'il y a que des gens... C'est toujours un film qui lance la période. Il y a un film qui va arriver, qui va marcher très fort, comme Rencontre du troisième type ou E.T. Là, tu as un paquet de films qui est sorti similaire. Pas similaire, mais des films qui ont voulu embarquer dans le roulement qui avance. C'est toujours comme ça. Les films de guerre, c'était un peu la même chose. Ils ont sorti un gros film de guerre qui gagne au Academy Award ou qui est très fort au cinéma, au box-office. Il va y en avoir d'autres qui vont rouler. Les box-office qui sortent durant l'été, tu remarques qu'il y a toujours les gros films qui sortent durant l'été. Et les studios vérifient de plus en plus maintenant pour pas avoir pour pas, comme on dit, se doubler. Là. Je pense qu'ils sont assez intelligents. On le voit. Les gens qui ne sont pas inscrits le voient moins, mais nous, on le voit, je pense qu'ils communiquent entre eux autres. Moi, je sors mon film telle date, etc., pour ne pas se nuire. Mais tu as vu, après ça, tu as eu la vague des films de Harry Potter qui était un smash incroyable. Qu'est-ce qu'ils ont sorti après ça? C'était le film de vampires. Twilight qui était extraordinaire, qui est sorti. Et là, Harry Potter, Warner, ils en ont fait une exposition. Ils ont fait un deal avec Universal Studios. Maintenant, ils ont construit la ville, le château d'Harry Potter. C'est gros. Là, l'écrivain a écrit 2 autres versions maintenant qui ont sorti. Il y en a une autre qui sort bientôt aussi. C'était tellement incroyable comment ce que ça fait au box-office. C'est toutes des vagues, hein? C'est des vagues. Et nous, quand on est arrivé dans la vague avec l'avènement, le premier... En passant, le premier a coûté environ 25 millions, je ne me trompe pas, à produire à l'époque, quelque chose comme ça. Et nous, ça a coûté 10 millions seulement. Parce que vous l'avez fait à Montréal? On l'a fait à Montréal, on l'a fait, puis les effets étaient quand même extraordinaires. Les primes extraterrestres, c'est la même chose qu'on avait. C'était pour montrer aussi qu'à Montréal, on peut faire des choses moins chères, d'aussi belle qualité. C'était bien. C'était juste l'acteur, on avait Patrick Muldoon, qui venait de faire Starship Trooper, qui était quand même hot à l'époque. Et Jane Sibbett, puis Michael Sarrazin, acteur canadien. Et je suis fier, c'est qu'on a tourné 100% ici au Québec. Et une continuité, c'était vraiment agréable. Ça vous a fait du budget pour faire la deuxième? Pardon? Non, le fait que ça vous a coûté 10 millions au lieu de 25, moins cher, ça vous a permis de financer le deuxième? Non, le premier était à 25 millions. Il a rapporté, je ne me rappelle plus au box-office comment, mais le deuxième, nous, je dois avouer, on a eu un problème. Quand l'avènement est sorti, on avait un distributeur américain qui devait nous payer un joli montant, mais il s'est mis sur le Chapter 11, sur la loi des faillites. Et on a eu un grand problème avec ce film-là par rapport au paiement. Il y a souvent des gens, des choses qui arrivent comme ça. Et c'est une autre histoire dans oui, mais c'est ça fait partie des risques, tu sais, c'est fragile, là. C'est ça. Non, ouais, ça dépend toujours, oui. Il ne faut pas qu'il y ait une équipe qui lâche. Malgré cette grande carrière-là, il y a eu quand même des récompenses. Vous avez été honoré pour le travail que vous avez fait. Vous avez gagné des prix. Bien, c'est des nominations. Je veux dire honnêtement, sinon, in August, le film qui était en nomination pour Toi et Me, il a gagné, je ne sais plus combien de prix, je crois une quarantaine de prix, je ne sais même pas lesquels.
Je vais dire honnêtement, je ne regarde même pas ça. Parce que, tu vois, moi, c'était Claude Castravelli avec qui j'ai travaillé, Taurus 7 Film Corporation aussi pendant ces années-là. Et on avait des producteurs américains aussi. Eux, ils ont probablement suivi ça plus que moi. J'étais le producteur en titre, si on peut dire, sur ces films-là. J'étais producteur comme coproducteur, producteur associé, des choses comme différents niveaux. Moi, les prix, c'est pas important. Jeune, quand tu es jeune, tu débutes, c'est ça le fun. C'est sûr, gagner Academy Award, là, avoir le film, vraiment le film de budget pour le faire, tout le monde en rêve. Mais c'est plus, quand tu es producteur comme moi, c'est plus avoir un rendement au box-office, avoir ton argent et être sûr de repayer tous les gens pour pouvoir en faire un autre. C'est une bataille constante qu'on fait tout le temps. Et pour moi, le trophée est là. La réussite, elle est là. Quand tu réussis à faire un film, c'est génial. Tu en fais un deuxième, extraordinaire. Un troisième, il y a quelque chose de bon que tu es en train de faire. Ça veut dire que si tu trouves le financement à faire ton film, le succès pour les producteurs, c'est là. Parce qu'il n'y a pas de producteur, pas d'argent, pas de film. Vous ciblez sûrement quand vous faites votre planification productive. Là. Bon, là, vous êtes sur une série qui touche les jeunes de 16 à 21 ans. Fait que là, vous êtes OK, je prends ce créneau-là, puis on bâtit quelque chose pour ce groupe-là. Y a-t-il des tales de personnes qui sont plus faciles à rejoindre ou au contraire qui consomment plus? Non, mais tu vois, ça dépend du film que tu fais. Si tu fais un film, ça dépend du contenu de ton film. Il y a des pays que il y a des choses que tu ne peux pas mettre dans un film qui vont refuser, il faut que tu fasses une deuxième version. Mais tu n'as pas de secret en cinéma. Des films qui fonctionnent bien, des films pour enfants, un exemple à la Disney, des films, tu vas avoir des animaux qui parlent, des choses comme ça. Parce que les enfants, il y en aura toujours. C'est des films qui reviennent tout le temps. Le secret de Disney, pourquoi c'est son numéro 1 au monde au cinéma, c'est les enfants, il y en aura tout le temps. Nous, on part, mais eux sont là. On a regardé Blanche-Neige, Cendrillon, tu es jeune aussi. Et ça revient, nouvelle technologie qu'il y a maintenant, les effets spéciaux, la façon qu'ils font les dessins animés, le 3D, ça sera toujours un éblouissement pour les enfants. C'est un marché qui est particulier. Et c'est un marché qui, moi je peux dire en parenthèse, qui est sûr jusqu'à un certain point. Mais les autres, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de vraiment, je te dis, c'est des tangentes qu'il y a, etc. Si on le saurait, on serait tous riches, on s'enlignerait toujours dans ces domaines-là et de faire des films à succès. Ce qu'on veut faire surtout, c'est des films que les gens vont aimer et que nos investisseurs vont être contents de recevoir le chèque en retour et que les distributeurs, que tout le monde fasse leur argent et qu'on puisse en faire d'autres, c'est le secret. Lisez-vous les critiques? Non, je ne regarde pas les critiques. Vraiment pas. Hein. Le réalisateur va la regarder, je pense, un peu plus. La critique va, je pense, avec ton box-office un peu. Si on dit que le film, allez pas le voir, il est pourri, etc., ou telle affaire que quelqu'un n'aime pas, et ça se parle, si tu vas au cinéma, c'est en salle pour une semaine ou deux, ou ça dépend du nombre de salles. Il y a beaucoup de choses qui rentrent. Les critiques, non. J'essaie de faire maintenant des films, je vais dire honnêtement, avec des budgets plus intéressants, plus gros en budget. 3 millions en montant, j'ai dit tout le temps, entre 7 et 15 millions, c'est parfait, parce que tu as une qualité d'acteur, une qualité d'équipe, tu as la qualité que tu as besoin. Et pour avoir un bon box-office aussi, pour avoir une chance de sortir ton film en 1000 salles entre 500 et 1500 salles de cinéma, peut-être même plus. C'est ce qu'on rêve, nous autres, les producteurs, c'est d'avoir nos films en big screen, c'est ça. Il faut que tu aies quand même pour ça. Ça arrive que des films à budget plus petit, qui vont se rendre là. Mais c'est ça ce que je pense le plus. Moi, les critiques, tout ça, je ne regarde pas ça du tout. Maintenant, j'essaie de avoir un bon scénario, un bon réalisateur, une bonne équipe, puis avoir le financement. Et il faut dire aussi, les investisseurs regardent un petit peu de plus en plus avant, et ils regardaient beaucoup le film Tu fais, je m'en balance, c'est où mes garanties? Il y a un peu ça, mais maintenant, il y en a qui regardent, OK, mais c'est qui ton acteur dans le film? C'est qui ton actrice? C'est qui va réaliser ton film? Ils sont plus connaissants maintenant, certains investisseurs, dans ce qu'on fait. Et c'est juste un tout, tout simplement. C'est un tout. Il y a beaucoup de choses. On pourra en parler pendant des semaines de comment fonctionne l'industrie du cinéma. Je n'ai pas de secret, je ne sais pas rien. On suit la roue. La base ne change pas. Pardon, tourner un film, on tourne comme si on tournait avant. Sauf que l'équipement a changé. Technologie, on ne tourne plus en pellicule maintenant. On est parti de ce côté-là que j'aimais beaucoup. Aujourd'hui, c'est tout du HD, du 4K, etc. Ça change, les caméras sont plus petites. On a maintenant les drones, on fait des scènes incroyables.
On a des effets spéciaux qu'on... Même moi, je suis surpris. Je vois les films, je vois les effets spéciaux, je me dis, waouh, c'est incroyable ce qu'on fait maintenant. J'ai hâte de voir ce que ça va être dans 5 ans, dans 10 ans, c'est incroyable. Incroyable ce qui s'en vient, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir, je suis toujours surpris, toujours ébahi de voir des acteurs, de voir des réalisateurs, de voir des gens comment ils travaillent au cinéma. Si on prend l'homme là, qui a habité au Québec puis qui a habité aux États-Unis, au-delà du marché qui est meilleur aux États-Unis, là, c'est quoi la différence entre la vie américaine et la vie québécoise? Je veux dire honnêtement, pour moi, ce que je pourrais dire, premièrement, c'est en Californie, sa température. Hein. La vie est la même. Les épiceries similaires, on parle de vie en tant que telle, la même chose. Il y a des cinémas, je vais au cinéma, j'ai des amis, j'ai la même chose, c'est juste le climat. Et de plus, c'est que l'industrie du cinéma est tellement énorme là-bas, j'ai beaucoup de contacts, beaucoup de personnes que je connais dans l'industrie qui ont la même passion que moi. Ça fait que c'est intéressant, quand tu as la même passion, c'est toujours intéressant, comme des gens qui sont amateurs de vin, qui sont passionnés, ils sont ensemble, ils vont aller voir des vignobles. C'est un peu ça. Il n'y a pas grande différence entre les deux. Le marché est plus gros, naturellement. Je sais plus de 300 millions là-bas, 350 millions. Le marché est restreint ici. Mais la passion du cinéma, quand tu l'as au Québec, tu l'as partout dans le monde où tu peux être. Au niveau gouvernemental, par exemple, avez-vous un coup de cœur de plus pour le gouvernement canadien ou québécois ou de la manière que ça fonctionne aux États-Unis? Non, mais je n'ai pas un coup de cœur pour le gouvernement québécois du tout en ce temps-ci. Ce qu'ils font en crédit d'impôt, je les trouve vraiment, je vais leur dire cheap. Je ne comprends pas, parce que l'industrie du film, la culture, c'est important. Et les productions américaines, quand le gouvernement donne un crédit d'impôt, un exemple, je ne sais pas, 30 sur ta masse salariale. La masse salariale, les gens gagnent des bons salaires. Et même s'ils donnent 30 de retour, on dépense beaucoup plus que ce qu'on investit ici. Les retombées économiques, je pense, c'est 3 fois l'investissement qui peut être fait ici. Si je dépense 5 millions en production au Québec, puis il me donne 30 un exemple, il me donne 1,5 million, mais 1,5 million qu'il me donne, je le dépense quand même ici. On le dépense pareil. Le technicien, un exemple, si on a 30 si ta braquette d'impôt, tu fais, je ne sais pas, 40 d'impôt, tu as ton salaire, mettons, tu fais 100 000, il te reste 40 000 un exemple. Ton 40 000 tu es content, mais tu vas aller consommer, tu payes une autre taxe par-dessus de 15 sur ton argent. Ça fait que quand tu calcules au bout de la ligne, le retour d'investissement est bon, parce que s'ils font un crédit d'impôt de 30 et l'autre côté, on dépense, on amène de l'argent ici, de l'argent neuf, c'est pas de l'argent du Québec, c'est de l'argent étranger qu'on amène ici. La production américaine qui vient ici, qui amène 30 millions ou 100 millions US, c'est la nouvelle argent. Si on me donne un crédit, on me donne 30 millions, on le dépense quand même ici. On ne le garde pas. Ça nous aide à structurer notre film des fois, et ça nous aide à venir ici, puisqu'on a plus d'argent à dépenser pour notre film. Moi, ça me donne plus d'argent pour payer mes acteurs ou pour payer mon équipe technique. Ça vaut la peine. C'est qu'on en donne plus. Le gouvernement, je trouve qu'il ne fait pas assez là-dedans. Quand on travaille dans l'industrie du cinéma, ils n'en font jamais assez. On va toujours se plaindre, c'est sûr. Là. Mais ils devraient regarder ça correctement encore. Je pense que la culture, le ministère de la Culture, on devrait vraiment se pencher là-dessus correctement puis de voir ce qui se passe ailleurs. Je ne comprends pas qu'au Québec, je pense des années 96, on est arrivé presque au milliard de production américaine et ça a droppé à un moment donné, 3 ans après, comme à 60 millions. C'est ridicule, je ne comprends rien. Et pourquoi ça va à Toronto? Toronto ne sont pas mieux que nous. Pourquoi Vancouver? Tu comprends? Mais si on va là, les crédits d'impôt, il y a beaucoup de choses qui font plus qu'ici. C'est tout simplement ça. Vous avez parlé au début que vous aviez eu un mentor qui vous a enseigné, transmis la passion du cinéma. Mais vous, si vous étiez un mentor de quelqu'un aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui transmetteriez? Et ça c'est très difficile. Dans le fond, j'aide des gens un petit peu par mes connaissances ou par mes contacts, certaines affaires. Mais être mentor en cinéma, je pense pas que je le serai un jour, je le serai. Je ne trouve pas que j'ai les qualifications pour ça. Quand on est producteur, c'est un petit peu individualiste ce qu'on fait, ce qu'on vit, on est dans le soi, ce qu'on a appris, ce qu'on a vu aussi, avec toutes ces années-là de bagage. C'est difficile à être mentor de quelqu'un. Je pense que c'est quelqu'un qui commence à travailler avec toi, qui te suit avec, comme j'ai suivi d'autres personnes dans le passé, que tu apprends de eux. Et c'est la meilleure façon d'apprendre dans le cinéma. C'est sûr, tu as des écoles qu'on donne, c'est déjà une bonne base, mais quand tu as la chance de travailler dans une boîte de production, et de voir tout ce qui se passe, c'est la meilleure école qu'il n'y a pas. C'est de commencer, comme je dis tout le temps, assistant de production, directeur de production. Et quand tu es sur un plateau, tu vois ce qui peut t'intéresser. Et tu apprends graduellement. Mais mentor, non. Moi, quand je parle de Jake Eberk, j'ai regardé sa carrière, comment il a fonctionné. Un gars d'ici, d'Arvida, qui est parti, ouvert sa société en Angleterre, qui a gagné comme 26 académies. C'est incroyable ce qu'il a pu faire.
Et je ne peux pas savoir comment il a pu faire pour réussir à se rendre là. Si ça lui appartient. Je ne serais pas un bon mentor, moi, je pense. Il vaut mieux avoir quelqu'un à côté, tu fais un film, il te suit, puis comme ça, tu apprends. Mais sinon, je ne sais pas ce que je pourrais faire, je ne sais pas. Honnêtement, bonne question. Je vais vous reposer une question que je vous ai posée tantôt rapidement, là, quand je vous ai parlé de votre acteur. Je veux savoir vraiment c'est qui votre acteur préféré, acteur, actrice. Qui vous dites, oh, ouais, oh oui, je l'aime beaucoup, tu sais, ça passe. Un acteur, oui, Anthony Hopkins. OK. Anthony Hopkins, j'aime beaucoup. Très bon acteur. De Niro, excellent acteur aussi. Jack Nicholson, j'adore Jack Nicholson comme acteur aussi. J'aimais beaucoup aussi Michael Douglas, un très bon acteur. Tu sais, toujours, les acteurs, on dit que c'est des très bons acteurs. Quand un film te marque, l'acteur te marque, c'est d'abord le film qui peut te marquer le personnage qui interprète, qui doit, personnifier. Et c'est comme ça je pense qu'on s'associe, on commence à aimer l'acteur, et on dit, son jeu d'acteur, c'est grand à dire ça, mais c'est d'abord l'acteur, comment il interprète, comment il va rendre le personnage. Il y en a beaucoup que j'aime, beaucoup. Ça dépend du film. Il y a des moments donnés, des acteurs je vais aimer, puis dans l'autre film, je les aimais moins. Ça dépend toujours aussi de ton scénario, de ton réalisateur, aussi comment il va te diriger, et comment tu... Ça dépend. Mais je suis comme Jack Nicholson, c'est tout un acteur pour moi. J'aime aussi Nicole Kidman, il y en a plusieurs. Jennifer Aniston, qui est ici à Montréal en ce moment, est excellente. Il y a plusieurs actrices en télé, en cinéma. C'est dur à dire, très dur. Pour les projets qui s'en viennent, parce que vous avez parlé de 11 projets, là, qu'est-ce qui s'en vient dans le fond? Mais ce qui s'en vient, tu vois, je travaille sur des projets, on dit bien projets en développement. J'ai un projet, entre autres, qui est l'histoire de Cary Grant. Et on aimerait avoir, c'est pas ça, on wishlist, comme on a George Clooney qu'on aimerait avoir pour jouer le rôle. J'ai Robert Downey Jr. pour Tony Curtis. Mary Pickford chez Gwen Stefani. On a des noms, c'est des choix. Ça, c'est un projet qui est en développement. J'ai d'autres projets. J'en ai un autre projet aussi avec des noms que je ne peux pas nommer malheureusement. Un projet qui est pratiquement signé, là, qui est ici en ce moment. J'ai un choix d'acteurs qui ont déjà accepté, qui vont travailler. OK, on va changer de question. Ouais. Dans tout ce que vous avez déjà accompli qui est fini là, sur le marché, supposons qu'on voudrait avoir accès à vos œuvres, lequel ou lesquels suggériez-nous? Mon mot n'existe pas. Lequel vous nous recommandiez? Un film que j'ai aimé beaucoup, qu'on a fait dans le passé, parce que récent, il n'est pas encore sorti, j'en ai un pour enfants qui va sortir, je pense, en décembre. Mais là, c'est un film qui s'appelait Time at the Top, l'ascenseur du temps. C'est avec une comédienne d'ici du Québec, Alicia Cuthbert, qui est devenue après The Girl Next Door. L'actrice principale était aussi dans 24 Hours avec, comment il s'appelle, avec... elle faisait la femme de Kiefer Sutherland dans la série de télé. C'est un excellent film pour enfants que j'ai aimé beaucoup. C'est léger, c'était très le fun. Snow in August, qui est un film aussi à voir. Je pense que les gens devraient voir le film Snow in August, qu'on a tourné entièrement à Montréal. Il y a une tempête de neige en juillet, en août qu'on a fait. Et puis ça, Snow in August, c'est bizarre, on avait tourné en août. Tempête de neige, c'est des films que j'ai aimés beaucoup, qui sont intéressants. Que c'est d'autres que je pourrais te donner comme projet. A Christmas Carol, qui est un classique, on peut dire, avec Vanessa Williams. Je ne sais plus. Je ne sais pas, ça vaut, mais je pense que ces trois films-là, ça devrait être des films à regarder. Ouais. Je vous laisse les coordonnées, le site internet aussi de réflexionsfilminternational.com. Ben, il y a int.international. Vous allez pouvoir aussi aller voir toute la structure de Jean-Guy. J'aimerais terminer l'entrevue en vous remerciant profondément de m'avoir reçu aujourd'hui en vous offrant Guérir avec les stars, qui sont des vedettes avec des entrevues avec des vedettes décédées. C'est Marilyn Monroe qui m'a conduit à vous. Et puis... c'est le fun parce que dans mon chapitre avec Robin Williams, ils m'ont annoncé que ce livre-là pouvait se rendre à Walt Disney. Ah! Pour un bonhomme animé pour les enfants. Ben, je vais le lire, c'est sûr. Alors peut-être qu'on commence la vague des anges maintenant, à cette heure qu'il y a eu des vampires. J'ai un projet que je travaille dessus, ça fait plusieurs années, qui s'appelle Gabriel's Gift. OK. Et on avait comme choix, c'est avec Jennifer Lopez, ça fait des années que je travaille sur ce projet-là. Et c'est justement, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Gabriel, c'est l'ange Gabriel qui va rentrer dans la vie d'une femme pour changer sa vie complètement. Oh, intéressant! Oui, et j'ai un autre aussi qui s'appelle Le Parisien, que je dois tourner à Paris, qu'on est en train de travailler là-dessus. En principe, je devrais être en septembre là-bas.
c'est un peu un style de Ghost. C'est un personnage, ça se passe dans une boutique de fleurs à Paris. Un fleuriste qui est là, un Français. C'est là, ça fait des années, la boutique de fleurs, et les gens vont là pour acheter des fleurs naturellement. Et il tombe en amour avec une demoiselle qui va acheter des fleurs, mais elle est décédée, ça fait 200 ans. Oh mon Dieu! Et il voit des gens de plusieurs différentes époques qui continuent, qui allaient à cette boutique-là de fleurs. Lui, il les voit. Nous, on ne voit pas, c'est une histoire d'amour qui s'appelle Le Parisien. Et entre autres, il va avoir fait fantôme un peu, si on peut dire, des anges. Il y a des choses qui s'en est comme ça. Ouais. Juste pour le fun, là, OK? Parce que je suis curieuse. Advenant que mon livre, il vous touche, mettons, dans le cœur, et puis là, vous dites, mon Dieu, on pourrait peut-être le vendre à Walt Disney. Pour le fun, là, ça se chiffrait combien pour l'auteur qui vend une histoire? Impossible de dire un chiffre. Impossible, premièrement, parce que c'est un livre, c'est pas un scénario. Il faut le scénariser, voir. Je ne l'ai pas lu encore. Oui. Il faudrait que je regarde. Et pour vendre un projet, normalement, tu peux vendre ton idée, puisqu'ils achètent les idées des fois. Tu peux en faire un livre. Tu peux le sortir sur le marché. Tu peux faire écrire le faire scénariser. Et après ça, il faut que la personne contacte pour l'envoyer. Dans cette industrie-là, c'est toujours qui tu connais. Il faut que ton livre soit vraiment solide, très solide. Et souvent, j'ai un autre projet, je pense aussi, qui est un livre qui a été écrit, qui ont vendu des best-sellers aux États-Unis. Ces films-là, souvent, ça va virer en film. Mais sinon, un livre, pour aller au cinéma, c'est quand même assez difficile. Moi, je te conseillerais plutôt, c'est de prendre et de rencontrer des producteurs québécois ici. Et de voir, ils vont te conseiller vraiment comment le faire. Moi, si c'est en anglais, ça peut m'aider, mais je vais le dire en français. Là. Je peux te donner des cues peut-être. Mais... pour le traduire, je vais le faire. C'était dans mes plans. Moi, je sais que... Je peux rien, je promets jamais rien. Puis, non, c'était juste Non, mais je vais le regarder, je vais lire ça, puis je te dirai après ce que j'en pense. Puis, merci beaucoup. De plaisir. Merci d'avoir pris le temps de nous rencontrer. Plaisir. Et n'hésitez pas à aller voir sur son site internet réflexionfilm.com. Et aussi IMDb, c'est International Movie Database. C'est là qu'on va avoir des renseignements de tous les films qui ont été faits et les films qui s'en viennent aussi en développement. Bon, bien, si on peut avoir accès à tout ça. Absolument. Merci beaucoup, M. Després. Merci. Passez une belle journée. Merci. Merci beaucoup.